Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Vitamine Dev. Bonjour Sylvain. Hello. Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu quand même. Eh oui, Personnellement, vous nous avez manqué. J'espère qu'on vous a manqué aussi. Les aléas de la vie, aussi c'est bien ça. positifs que négatifs, font qu'effectivement, on n'a pas pu se retrouver pour une émission Sylvain depuis un petit moment, On va mais nous partir du revoilà. principe, c'est plutôt pour des, voilà, Des bonnes raisons. des bonnes raisons personnelles qui ont fait que ça a été difficile d'avoir des moments ensemble pour pouvoir enregistrer, effectivement. Et donc du coup, on s'est dit on va revenir, mais peut-être avec un format un peu plus court, je dirais le format qu'on souhaitait peut-être au début Sylvain, et puis au bout de nos discussions, on s'est retrouvé à pas mal digresser, puis à faire news et des sujets. Et là, on s'est dit qu'on va peut-être repartir sur un format news discussion, Ça, simplement, sans forcément préparer un sujet plus long, quelque chose. On va papoter un peu sur les choses c'est qu'on a vues ça. ensemble. Restons le plaisir. On va parler des choses qui nous ont intéressés, sur lesquelles on a creusé le sujet. On va en discuter. Et puis, je pense, comme tu le disais, on continuera aussi sur les interviews parce qu'en voilà, en tout cas, plutôt mode plaisir. Exactement. Toujours prendre du plaisir. Et je crois que tu as pris du plaisir, Sylvain, puisqu'aujourd'hui, on va parler un petit peu des 50 ans de Microsoft, Et si oui, on annonce un peu les sujets. On va parler aussi après de Google, pour faire suite à Microsoft, qui, eux, voulaient un petit peu couper les cookies tiers. On parlera de ça. ouais. Tu as un autre sujet, toi, Sylvain, Ouais, derrière ça? Firebase Studio que j'ai pu tester et on parlera également donc du coup avec Firebase Studio, est-ce que c'est un véritable concurrent à des applications comme Cursor ou Windsurf qu'on a pu déjà évoquer dans Vitamin Dev. Et ça va être très intéressant. Et, derrière ça, on va parler quelque chose qui vient un peu en contrebalancer ça, puisque là, on sera côté un peu vibes coding. On va parler de Fluttercat, qui devrait pointer le bout de son nez dans peu de temps. Et puis, on finira sur... Ouais, avec MCP, donc concrètement qui est un modèle contexte protocole pour MCP, quelque chose qui est sorti maintenant il y a un peu de temps, en fin de l'année dernière, et on en parlera pour savoir en quoi c'est intéressant et que dans le monde de l'IA générative et quels sont les apports de ce nouveau modèle contexte protocole. Eh bien, c'est Voilà. parti. Et donc oui, comme tu le disais, bah, il y a une étape importante pour Microsoft qui a été franchie puisque eh bien Microsoft a été créé le 4 avril 75. Et Et donc, donc si on calcule bien, voilà, si on calcule bien, ou même si on calcule pas trop bien, on se rend compte que ça fait quand même pas mal d'années. Et effectivement, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans et alors là, moi ce que je voulais, enfin, quand j'ai eu les 50 ans, ce que j'ai regardé, c'est un petit peu regarder, mais concrètement, bah, la route, le chemin réalisé par Microsoft, ce qui est assez énorme en fin de compte quand j'ai creusé tout ce qui s'est passé et tout ce qui a fait cette entreprise, je la grosse trouvais, histoire. voilà, je trouvais ça intéressant en fait, bah, d'en discuter puis de passer un petit peu au fil de l'eau sur les éléments qui m'ont trouvé les éléments clés ou les grands les grandes sorties, les grands services, les grands produits qu'ont sorti Microsoft, qu'on puisse échanger dessus parce qu'au final, bah, Microsoft, il est clairement omniprésent dans notre quotidien. On s'en rend pas forcément compte, mais il est partout. Donc après, pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que si je vous parle de l'MS-DOS, c'est pas quelque chose qui va vous parler ou peut-être très succinctement, mais au début de son histoire, alors c'est en 81 si je dis pas de bêtises, eh bien il y a le lancement d'MS-DOS. Alors MS-DOS c'est une petite révolution. Alors c'est, je pense que toi Nicolas, tu as peut-être Je l'ai... joué avec, mais en l'installant Oh, et encore, délibérément, ouais. même pas, même pas. Voilà. Alors après, on le voyait quand même jusqu'à des versions assez récentes, enfin, assez récentes de Windows, mais si je parle de Windows 95 par exemple, on le voyait encore puisqu'en fin de compte c'était une surcouche par-dessus MS-DOS, et donc un système d'exploitation où il n'y avait pas d'interface graphique. Alors ça peut Mm. paraître, Et à la base, pour des PC IBM, d'ailleurs, en plus. ouais, ouais, exactement, exactement. Ça peut paraître surprenant quand on dit ça, mais un système d'exploitation sans interface graphique.
Maintenant, quand on voit les systèmes d'exploitation et que on va dire que l'UX a une place tellement importante dans les systèmes, ça peut paraître assez hallucinant, mais c'est une petite révolution quand même. C'est une petite révolution quand même. Donc là, on était en 81. Et puis, il y a quand même une première version de Windows. Alors, Windows 1.0, hein, avec une première interface graphique qui sort en 85. Alors moi, je l'ai pas connu celui-là. Moi, j'ai connu Windows 3.1. Et c'est vrai que, alors c'est surprenant. Hein, donc déjà Windows 3.1, moi je l'ai installé sur des disquettes. J'avais 7 disquettes qui me permettaient d'installer voilà, Windows 3.1. Alors en termes de volume, c'est juste hallucinant. Hein. Je sais pas, maintenant, un système d'exploitation, vous voulez un système d'exploitation du style, je sais pas, même une version réduite d'un système Linux, vous allez avoir, je sais pas, bah voilà, 600 mégas, 1 giga de données, et encore ces versions réduites, après vous allez télécharger plein de trucs, et vous avez le système, ce qui est assez énorme. Une disquette, c'est 1,4 mégaoctets. Donc, bah même cette disquette, un système d'exploitation qui est en capacité de tourner sur un aussi petit volume, c'est quand même assez impressionnant de voir ça. Alors après, voilà, c'était pas très impressionnant. Hein. Et puis c'était les contraintes de l'époque en fait. De nos jours, je pense qu'aussi le matériel a bien pris le pas par-dessus. On peut se permettre de faire certaines choses qui, même si les développeurs étaient plutôt très talentueux, je pense, pour faire ce qu'ils faisaient avec ce qu'ils avaient, ils auraient bien aimé avoir plus. Ouais, je pense que tu as raison, mais c'est aussi un travers maintenant, et nous on le voit bien à travers notre Sur le web, travail, ça tout se voit pas mal, simplement. ouais. Sauf si c'est une contrainte forte, ou si on est vraiment dans une démarche, on va dire, d'éco-conception, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas de Green IT, on va quand même pas trop regarder, et surtout avec des technologies maintenant, alors je vais même pas parler du Python, mais c'est vrai que c'est tellement simple d'instancier un objet, la RAM, on en a des quantités énormes, c'est vrai que c'est presque plus un sujet. Mais voilà, les petites anecdotes, alors il y avait c'était des petites révolutions, hein, Windows 3.1, alors là, on peut avoir plusieurs applicatifs lancés en même temps, il y avait déjà des fenêtres, tu pouvais déplacer. Ce qui n'était pas le cas avec Windows 1. On appelait ça Windows, mais en fait, c'était une fenêtre. Il n'y en avait pas plusieurs. Voilà. Ça s'appelait Windows, mais on devait peut-être enlever le S. Voilà. Et du coup, alors je crois de mémoire, là, je dis peut-être une bêtise. Je crois qu'il y avait même le démineur, hein, déjà. Le démineur d'installer. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, un système d'exploitation et même déjà quelques éléments. Et notamment, on est en 90. En 90, il y a un truc qui est très, très important dans le monde professionnel qui est sorti à ce moment-là. C'est Microsoft Office. C'est Microsoft Office, et Word, Excel et PowerPoint, ils sont toujours là aujourd'hui, et ils ont une place extrêmement importante. Il y a quand même très peu de concurrence. Et on l'utilise quasiment au quotidien. Excel, il est partout. Il y a une partie de la finance mondiale qui fonctionne grâce à Excel. Ça peut faire peur quand on dit ça, mais c'est le cas. Et puis PowerPoint, hein, qui n'a pas vu le fameux slideshow, et voilà, avec tous les travers que ça peut avoir, mais en tout cas assez énorme. Donc Il suffit de demander à n'importe quel employé de bureau de nos jours. Tout le monde ouvre au moins une fois par jour un Excel ou un PowerPoint. et voilà, c'est juste énorme. C'est tentaculaire la place qu'ils ont pris là-dessus. Et en 95, ils sortent Windows, du coup 95. Et là, c'est un truc qui nous paraît totalement anodin maintenant, mais c'est l'arrivée du menu démarrer. Le fameux start pour les versions anglaises, mais voilà, en bas à droite, on clique et là, on a un menu qui s'ouvre. Et donc, en fin de compte, maintenant, même si ça a un peu bougé dans les toutes dernières versions, le principe du menu d'accès rapide, maintenant, c'est partout, d'ailleurs, dans quasiment tous les systèmes d'exploitation, pas exactement sous la même forme, mais voilà, c'est petite révolution. 95. Je vais pas parler des autres systèmes d'exploitation et des petits ratés, parce qu'il y en a eu. Il y en a eu pas mal après, ouais. Mais c'est celui quand même, je pense, qui reste énormément dans les mémoires pour les gens de notre génération. Ouais, c'est ça. Le Windows 95. Et alors, Qui d'ailleurs était un des plus gros lancements, je crois, pour l'époque, pour ce que c'était.
j'ai vu des chiffres comme 300 millions de dollars pour le lancement de Windows 95. Ils avaient fait les choses en grande pompe, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors je sais plus si c'est Windows 95 ou 98 où il y avait le fameux pinball à l'intérieur. Je sais plus, même si ça peut-être arrivé plus tard avec XP. Mais bon, c'est vrai que c'est des choses qui font pour ceux qui l'ont eu. Voilà, c'est assez particulier C'est la comme nostalgie qui remonte. Ouais. nostalgie, la nostalgie qui remonte. Ouais. Je me souviens d'avoir joué au pinball, mais ça devait être sur XP, moi. Ouais, et je sais plus 95, précisément. C'était peut-être XP. Là, c'est peut-être ma mémoire qui me joue des tours. Mais bon, on vient quand même de dire donc MS-DOS, Office, bon, Windows, hein, on va pas se mentir aujourd'hui. Alors Windows, pourquoi il a une part de marché aussi énorme? Bah, c'est parce qu'aujourd'hui, vous achetez un PC, on va dire pour le grand public, pas ceux qui vont construire leur PC eux-mêmes, hein, voilà. Mais vous avez le grand public, bah, la majorité du temps, pas même tout le temps, bah, vous avez le système d'exploitation qui va avec. Donc en fait, ils ont des partenariats énormes avec la majorité des constructeurs et donc de toute façon vous avez une licence et ils les vendent directement, donc vous imaginez la Mm. manne financière. Alors j'ai pas regardé, j'avais lu un article il y a quelques temps mais ça représente encore une part énorme du chiffre d'affaires de Microsoft, hein, la vente de licences. Ouais, ouais, et on s'en rend pas compte, ça, des fois. Mes premiers ordinateurs que j'ai achetés, moi, personnellement, on se rend pas compte, en fait, que quand on achète, on se dit Windows, c'est par défaut ça lié, mais on se rend pas compte qu'en fait, on l'achète en même temps que l'ordinateur, C'est la ça, licence qui va avec. c'est ça, On c'est ça. l'oublie presque tellement c'est rentré dans le commun des mortels qu'un ordinateur, c'est Windows. Et c'est vrai que ça peut, il y a un coût, il y a un certain coût de cette licence. Alors c'est de moins, c'est plus très cher, mais ça pouvait représenter il y a quelques années, bah, si on se construisait nos propres PC nous-mêmes sans système d'exploitation, ça pouvait représenter une économie non négligeable. Mm, mm. Et donc en tout cas voilà, Windows 95. Après j'ai d'autres dates qui m'apparu hyper importantes. Bah, c'est l'entrée de Microsoft dans le jeu vidéo au final. 2001, Ouais, 2001 avec la Xbox. la Xbox. Et Et cette énorme manette qu'ils nous ont mis dans les mains, qui c'est faisait c'est une ça, taille. mais On s'en souvient. surtout on aurait pu ne pas y croire, hein, parce qu'il y avait des consoles très installées, hein. Bah, Bah, Sony était déjà quand même pas mal Sony installé. était bien dans la place, Nintendo était encore bien dans la, ouais, était bien dans la place. Ils arrivent comme ça avec leurs grands sabots. On se dit, bon, est-ce qu'ils vont trouver une place? Et oui, ils l'ont trouvé. Alors après, il y a des grosses licences, hein, qui ont permis de prendre de la place. Il y a notamment Halo. Mais voilà. Donc 2001, donc ok, là ils sont commencent encore à grandir. Et après, bah, maintenant quelque chose qui nous paraît anodin, et on entend ce mot-là tout le temps, mais on va directement aller en 2010. Et là, on va parler du cloud computing. Ah oui, les débuts d'Azure. Et voilà les débuts d'Azure. Ouais, Euh, gros chamboulement, ça aussi. Gros chamboulement. Alors maintenant, ça nous paraît tout à fait normal, hein, quand on parle de cloud. Ouais, Euh, puis on pense à eux directement, on pense à Azure, mais ils c'est arrivent vrai. sur un segment encore nouveau, encore Ouais, oui. une nouvelle partie quoi de. Alors après, c'est vrai que bon, il y a quand même des géants, hein, derrière le cloud. Alors si on parle de l'Europe, des États-Unis, effectivement, Microsoft, Amazon, Google. Bon, après, il y a d'autres géants, hein, si on part en Asie, mais euh, mais en tout cas, effectivement, il y a encore une place très très importante. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu des grosses acquisitions. Et encore une fois, monde professionnel, LinkedIn, bah, aujourd'hui, 2016, alors pour une bouchée de pain, hein, ils l'ont acheté pour un peu plus de 26 milliards, donc vraiment rien, Rien. euh, rien du tout. Bah là, ils prennent une place énorme parce qu'aujourd'hui, concrètement, Il n'y a pas il vraiment n'y de a pas concurrent. vraiment d'équivalent. Alors, Mm. j'ai le souvenir, j'ai peut-être, alors, là, je l'ai pas noté, c'était quoi? Valeo, Viadeo, Vadeo. Il y a eu un moment, alors en Ah, tout cas en France, je ne sais pas si c'était très largement diffusé, mais il y a eu un petit moment, il y a un oui, il y avait concurrent, une autre plateforme, c'est une vrai. autre Alors, plateforme. je crois que Viadeo peut-être, c'est un nom qui sonne comme ça, mais je me Ouais, souviens plus non je plus. m'en souviens Mais pas t'as non plus. raison. Mais bon, pour moi, c'est un petit peu comme Dailymotion face à YouTube, on l'a vite oublié. Alors même si maintenant, de temps en temps, on entend reparler de lui, là, ça me fait sourire. Mais, mais voilà, donc énorme acquisition, Mm, mm, mm. belle réussite, hein. Et, et en 2018, une autre acquisition, GitHub. Et là, bah Ouais, là, c'est juste l'explosion. énorme. Alors, pas si, enfin, comparé à l'acquisition précédente, 7,5 milliards de dollars, bon, voilà, là, clairement, une bouchée de pain. Non, mais c'est Euh, le signal que ça envoie, je trouve, ce rachat. mais c'est juste énorme.
Et là, en plus, ils vont complètement aller dans la direction du regardez, Microsoft, on est aussi là pour les développeurs, pour la communauté open source. D'ailleurs, c'est un des plus gros contributeurs. Ils sont partout. Et voilà, c'est juste énorme. Et donc, on voit déjà, voilà, depuis la création à 2018, tout ce qui s'est passé. Alors, j'ai regardé plus récemment, j'ai essayé de faire un petit focus, là. Il y a Il y a quelques éléments, hein. Bon, alors après, je vais pas parler de tous leurs produits, c'est assez énorme. L'IA est continue à y aller de façon assez forte. Je vais pas parler aussi de tout ce qu'ils ont fait derrière le low-code, no-code avec leur Power Apps, enfin la Power Platform, hein, Power Apps, Power BI, Power Automate, voilà, tout ce qui peut, je crois qu'il y a même Power Pages, bref, Virtual Agent, enfin, oui, énormément de choses, énormément de produits. Et ils sont aussi fait connaître, alors moi, ça, j'avais vu j'avais vu les articles derrière avec Majorana 1, la, la fameuse puce quantique qui a fait couler pas mal d'encre là, le qubit topologique pour ceux qui ont suivi ça, avec un article qui avait été retiré, qui avait été publié sur Nature, qui avait été retiré, qui a fait beaucoup de bruit. Bon, on sait pas trop où ça en est, où ça va, mais voilà. En tout cas, leur objectif, c'est d'être présent concrètement à peu près partout dans le monde de l'IT et surtout à chaque fois qu'ils sont à un endroit, et ben ils y vont fort et ils sont très présents. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est remarquable, qui est remarquable par rapport à d'autres sociétés qui ont été effacées. Alors, d'ailleurs, peut être très triste et ça me permet de faire peut-être transition sur Chrome, mais bah, par exemple Firefox, des sociétés qui ont fait beaucoup de bruit, d'ailleurs sociétés ou fondations d'ailleurs, mais qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont pris beaucoup de place et qui sont maintenant réduits à peau de chagrin. Et Microsoft a réussi à rester dans la place, à continuer à prendre des parts de marché, à s'étendre et à être, l'air de rien, une valeur sûre sur la majorité de ce marché. Alors après, on n'aime pas, on a chacun, voilà, on a tous une histoire personnelle avec Microsoft, c'est ça, je pense. mais ce qu'on peut quand même dire, c'est ils ont des beaux produits. Et alors aussi en développement, hein, en plus vous nous connaissez bien, on aime bien .NET. Ouais. Et l'air de rien, ils ont une belle plateforme, d'ailleurs qui est dans le top 10, hein, quasiment tout le temps, avec C Sharp, des langages les plus utilisés. Je parle même pas de C++ et compagnie. Voilà. Donc en tout cas, voilà, je voulais 50 retracer un peu années. l'histoire, voilà, je voulais retracer un peu l'histoire de Microsoft et montrer que 50 ans et quand on regarde dans le rétroviseur, bah franchement, chapeau. Ils en ont fait des Euh, choses. Il y a eu des cassages de figures à certains virages qu'ils ont essayé de prendre, comme toute ouais, entreprise, mais ils s'en sont toujours relevés. oui. Alors là, je l'ai montré ce qui a marché. J'ai pas parlé de Windows Mobile. Windows Vista, J'ai pas parlé de Vista, de Millennium. Bref, oui, effectivement. mais et puis surtout, ouais, Mais on se souvient de ce qui a marché souvent. c'est ça. Et puis surtout, comme tu disais, ces dernières années où ils ont fait pas mal de rachats, beaucoup de choses. Depuis 2014, l'arrivée de Satya Nadella, une grosse ouverture aussi vers la communauté dev, l'open source, et bah forcément, de par notre positionnement, comme tu disais, bah on se sent forcément touché et inclus dans ce genre de direction. Exactement. Ouais, complètement. 50 belles années, on peut souffler la bougie de Microsoft. C'est ça. C'est une belle histoire quand même, qui part d'un homme qui est toujours là. Et ouais, effectivement, et il est toujours là. Alors il a pris un peu ses distances, mais il est toujours là. Donc on parlait de Microsoft, société énorme, et je crois que de ton côté, tu voulais parler, bah plutôt, on va aller dans le côté Google. Alors là, tout aussi énorme, même s'il y a des sujets, voilà, de démantèlement, tout ça. Mais peu importe, je sais que tu voulais parler d'un d'un sujet derrière Chrome, si je ne me trompe pas. Ouais, moi je voulais aborder un petit peu revenir un petit peu comme ce qu'on a fait là, alors beaucoup plus succinctement de mon côté, puisque on parle d'un sujet, on va pas parler de l'histoire de Google, il y aurait aussi tout un épisode à faire là-dessus, mais revenir plutôt sur l'ère Chrome de Google, et plus particulièrement sur la vie privée et les cookies tiers. Mhm. C'est quand même quelque chose qui en ce moment,
on parle beaucoup de la vie privée, les gens commencent à s'y intéresser. Il fut un temps quand même où la vie privée sur Internet, les gens y étaient pas Voilà, forcément. l'époque Facebook. Ouais, voilà, je ne saurais pas comment la qualifier, mais disons qu'il y avait Une insouciance. une insouciance, voilà, exact, et c'est le mot parfait. Merci Sylvain. Une insouciance générale caractérisée sur Internet. Soit on ne s'en rendait pas compte, soit on était de l'école du oui, mais je suis monsieur, madame, tout le monde. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir ce que je fais? Cette période-là est quand même pas mal révolue parce qu'on a vu que même si on était monsieur, madame, tout le monde, on a beaucoup de publicités ciblées, on a pas mal de choses qui sont intrusives et on se dit quand même c'est assez gênant. Et, euh, et Google, qui est quand même, c'est une de ces grandes parts de marché, hein, de pouvoir faire du ciblage comme ça et puis d'en connaître sur nous, hein, a quand même pris en 2020 le virage en se disant, bah, nous aussi, on va s'y mettre à la vie privée. On vous annonce que les cookies, ces petits morceaux d'informations qui traînent sur vos navigateurs et qui sont transmis à de multiples Autres sociétés. voilà, autres Ouais. sociétés tiers pour bah, savoir un petit peu vos habitudes et tout ça, ils vont y mettre fin sur Chrome. Alors, ils peuvent pas y mettre fin de manière générale, mais sur leur navigateur qui est quand même utilisé par 65% des gens qui ont un appareil C'est ça. qui peut se C'est connecter à énorme. Internet. Ce qui, comme tu le disais tout à l'heure, pose toutes les questions un peu d'antitrust en ce moment et tout, là, qui font pas mal parler, on en reparlera peut-être après. Bah, 2020, Chrome jette le pavé dans la mare et dit, nous, les cookies, on arrête. Alors là, gros marasme forcément dans l'industrie, puisque bah, si Google se met à faire ce virage, bah, il y a beaucoup d'entreprises qui, en fait, bah, qui font leur beurre sur ces cookies quelque part pour pouvoir après faire du ciblage. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? Oui, c'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant comme annonce et moi, comme ça, enfin, un client, je dis, mais c'est juste pour faire parler d'eux parce que concrètement, ça doit être. Il y a tellement d'argent derrière ces informations-là Énormément. que j'ai quand même des doutes. Alors, belle communication pour dire, bah voilà, vous inquiétez pas maintenant, et je dis bien maintenant parce que ça n'a pas toujours été le cas, on va s'occuper de votre vie privée et on en fait une affaire personnelle quasiment. Maintenant, moi, j'ai quand même des doutes. Et ben voilà, moi j'avais les mêmes doutes que toi et je me suis dit, mais quand j'ai eu l'annonce, je me suis demandé, et je pense qu'on s'est beaucoup tous demandé, bah pourquoi Google c'est sa part de marché? Ils ont un truc derrière la tête. Et effectivement, ils avaient quelque chose derrière la tête. Le but c'était pour eux de vendre de la privacy, de la vie personnelle gardée pour chacun, mais ils refusent pas du tout, ils font pas un pas en arrière sur la publicité. Bien au contraire, en fait, ils veulent vendre leur système à eux, qui pour eux respecte beaucoup plus la vie privée, qu'ils appelaient, je crois, le FLoC. Ouais, c'est ça, le Federation Learning of Court, qui était un système un petit peu où bien, c'est Google eux-mêmes qui allait faire une boîte de vie privée où on aurait pu demander un type d'utilisateur, mais du coup les sites tiers ne connaîtraient pas les cookies, ainsi de suite. Donc en gros, ils se gardaient la main dessus quelque part. Très malin. Voilà. Donc bah, en 2020, ils ont annoncé qu'ils voulaient arrêter en 2022 les cookies tiers. Marasme dans la communauté. Ils proposent des choses pour les remplacer sur Chrome toujours. Hein, je rappelle, c'est que pour le navigateur Chrome hein, cette décision. Qui du coup bah, ne fait pas du tout l'unanimité, puisque bah, les gens vont perdre la main, des boîtes peuvent couler, il y a quand même une grosse pression sur l'industrie publicitaire menée par ça. Donc, bah report, finalement, ils Ouais, se sont dit, c'est ok, ça. d'accord, on n'est pas prêt, vous C'est n'êtes un pas peu comme prêt. c'est la réforme des retraites. On parle de la réforme des retraites, là. Exactement, c'est exactement ça. Du coup, bah, en 2021, ils disent, on va calmer le jeu, report officiel de la fin des cookies tiers pour fin 2023. La raison qui est invoquée, les alternatives, bah, comme je parlais, le FLoC, là, ne convainquent pas l'industrie ni les régulateurs d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une régulation là-dedans, on fait pas ce qu'on veut. Donc, report 2023. 2022-2023, bon, ils tentent autre chose, ils tentent la Privacy Sandbox, qui a un nouveau cadre pour la publicité respectueuse de la vie privée. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que ce que j'ai dit sur le FLoC, en fait, c'est la Privacy Sandbox. Donc, ne méprenez pas mes propos d'avant. Le FLoC, du coup, je ne voulais pas expliquer, je ne pourrais vous l'expliquer là tout de suite. Je vais vous parler de la Privacy Sandbox tout à l'heure, c'est-à-dire cette boîte noire un peu maîtrisée par Google D'accord. Ok. pour avoir nos points d'intérêt sans pour autant partager des cookies tiers. Et du coup, bah, puisqu'ils partent sur une nouvelle chose, bah, une transition plus longue que prévu,
sur ça. Toujours encore ce côté refus un peu de la communauté de l'industrie publicitaire qui se dit oui, mais on n'a plus la main sur les choses. Et donc on arrive début 2024, début des tests en production pour 1% des utilisateurs sur Chrome sans cookie tiers. Les premières phases réelles de coupure pour observer les impacts commencent à partir de là. Et là, ils se rendent compte que effectivement, la promesse n'est pas forcément au rendez-vous, qu'ils savent pas exactement comment l'exploiter, donc ils tâtonnent. Et puis là, on devait arriver début mi-2025 sur effectivement la mise en application de la fin de ces cookies tiers, et on y est presque. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai lu il y a très peu de temps là que ce serait même pas un report, ce serait peut-être même une annulation. Et là, je vous parle au conditionnel parce que j'ai pas eu le temps juste avant cette émission de continuer sur le sujet, d'investiguer la chose. J'ai lu un article du Monde qui parlerait du fait que, drivé aussi par les soucis antitrust que rencontre Google actuellement, cette révolution des cookies tiers sera peut-être complètement annulée. Et donc, énième retournement dans ce sujet. La vie privée, où est-elle finalement ? Puisqu'on a vu qu'ils avaient quand même un plan, on pensait que c'était pour respecter notre vie privée. On l'a vu, je pense, Sylvain, tu as dû le voir aussi. Il y a eu un peu un peu le contrebalancement côté YouTube, qui est aussi géré par Google, avec les adblocks et tout bloqueur de pub, où ils ont fait une toute nouvelle façon d'injecter les pubs dans les vidéos qui rendait les adblocks complètement obsolètes, en fait, dans Chrome. Donc voilà, on se demande où est vraiment, en fait, la place de la vie privée pour Google. Est-ce que, tout simplement, ils se sont pas dit ce serait une manne soit financière, soit de contrôle supplémentaire que d'empêcher les cookies tiers et de passer par cette fameuse Privacy Sandbox sur laquelle ils auraient la main. Après, ça fonctionne bien, ne serait-ce qu'en coup de com', en disant, regardez, on a tout fait pour vous, mais on n'a pas pu aller au bout. Franchement. Exactement. C'était surtout, trop difficile. Ce qui est beau, c'est qu'ils peuvent, d'après tout ce que j'ai pu lire, remettre ça sur la communauté en elle-même en disant, vous n'étiez pas prêts, vous avez émis énormément de craintes sur quelque chose qu'on vous proposait. Et ça, c'est beau. Ça, ils ont des équipes, j'ai pas de doute, en communication très, 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 très costaud. Et donc, affaire à suivre, concrètement. Ce que je retiens, c'est affaire à suivre. Affaire à suivre, effectivement, sachant que news toute fraîche aussi, on a parlé d'IA tout à l'heure, et je crois que le PDG d'OpenAI avait pendant ces discussions antitrust un petit peu là, parlé d'un possible option de rachat par OpenAI de Chrome. Alors pas de tout Google forcément, juste Chrome pour l'extraire et que ce ne soit plus une grosse manne. Effectivement, là ça ouvre à d'autres choses déjà. Repenser le système. Ça va faire un sacré billet. Hein. Ça fera un sacré billet, mais je pense que c'est aussi un sacré bon coup pour OpenAI plus tard de s'intégrer dans le foyer, dans les OS de tout le monde. Tout le monde a déjà Chrome quelque part, vu qu'on l'a dit, 65% de la population l'a déjà installé. Et je pensais même plus, parce que 65%, je me dis, mais quels sont les autres ? J'étais étonné aussi, ouais. Edge, ça doit être... d'ailleurs, il y a la fameuse blague, alors c'était déjà vrai pour Internet Explorer, mais la blague qui est de dire que Edge ou Internet Explorer, c'est simplement un utilitaire permettant de télécharger un navigateur. Non, c'est vrai. Je pense qu'il y a Firefox, il y a peut-être Opera, mais bon... je pense qu'il y a Brave aussi, pas mal de gens... Brave, mais ça doit représenter une part de marché même plus faible que Firefox, donc c'est vrai que je suis assez surpris, mais ok. Ouais, je pense que, comme on dit, cette discussion autour de la vie privée a peut-être aussi engendré quelques changements dans les habitudes d'utilisation du numérique, et pas mal de personnes enfin pas mal, je dis pas mal. Une partie des utilisateurs de Chrome sont peut-être passés sur du Firefox ou d'autres qui sont déjà plus respectueux de la vie privée et ont une indépendance des GAFAM, puisqu'on voit que c'est quand même des sujets qui sont actuellement pas mal source d'encre qui coule dans les news. Et ouais, complètement. En tout cas, voilà, comme on le disait, affaire à suivre. Et puis juste, est-ce que c'était un simple, quelque part, coup de com'? Alors je pense pas, il y a vraiment un véritable sujet derrière, mais comment s'en servir pour faire un coup de com', ça c'est tout à fait possible de leur part. Utiliser jusqu'au bout les cookies tiers. C'est ça, on vous laissera regarder pour cette dernière news que je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de vérifier à 2 minutes avant notre discussion. Ça laisse un peu de
Ça laisse le soin aux gens, Sylvain, de voir que Eh, on fait ça roots parfois. mais oui, nous restons des humains. Sujet, toi. Ouais, et puis en plus, on va rester chez Google, donc c'est parfait. C'est important. On avait parlé il y a quelque temps de curseur, windsurf, voilà, le vibes coding, ces IDE, donc ces environnements de développement qui sont boostés à l'IA, qui permettent quelque part de coder en langage naturel. C'est très surprenant de le dire comme ça. Donc moi, j'ai continué d'ailleurs à creuser le sujet. Donc Alors d'ailleurs, ouais. Sylvain, tu parles de vibes coding. Est-ce que tu pourrais le définir peut-être parce que c'est un mot qu'on commence à entendre, à lire, et puis au final, on n'en a pas de définition. Même moi, je l'ai sorti tout à l'heure sans en avoir une précise. Et puis je me dis que nos auditeurs l'ont peut-être pas. Bah, le vibes coding, c'est concrètement un petit peu ce que j'ai dit. C'est à la base. Alors je sais, j'ai plus le nom de la personne Carpati, enfin peu importe la première fois qu'il a été utilisé, mais peu importe. L'idée du vibes coding, c'est utiliser le langage naturel pour coder et garder son flow, sa vibes. Voilà. Donc c'est Laisse-moi vraiment kiffer ma vibes. voilà. C'est vraiment ça. Et donc on va plus avoir un rôle de guide, d'architecte quelque part. Et on a quelqu'un qui va coder pour nous, qu'on va orienter pour lui permettre d'obtenir ce qu'on souhaite. Alors ça voilà, c'est ce qui est vendu derrière le vibe coding. On n'est pas tout à fait là. Hein. Alors, on n'est pas tout à fait là. Les deux grands du nom, il y avait Cursor et Windsurf. Côté Google, il y a un truc moi j'avais mis de côté au début. Voilà, ils avaient leur projet qui s'appelle le projet IDX. Ah oui, ça me dit quelque Voilà, chose. j'avais été voir. Alors ça date d'il y a pas très longtemps. Enfin, ça date d'il y a un an maintenant. Et ils l'ont renommé. Alors j'ai plus la date exacte, mais en tout cas là, on parle d'il y a très peu de temps, quelques semaines, en Firebase Studio. Je pense que d'ailleurs, c'est vraiment top de l'avoir nommé Firebase Studio parce qu'on comprend tout de suite l'environnement. On Oui, avait parlé aussi, je crois, de Firebase dans Vitamin Dev et de son concurrent d'ailleurs, Supabase, Supabase. ouais. On avait fait un Euh, sujet long là-dessus. voilà. Et bien, on comprend tout de suite Firebase Studio se veut comme une solution unifiée dans le sens utiliser Firebase et tout ce qu'il y a de bien derrière, tout ce qu'il y a de bien derrière Firebase. Donc je rappelle Firebase ce que c'est, mais c'est un petit peu, c'est une boîte à outils pour un développeur. Il prévoit déjà énormément de choses. Donc on a un système d'authentification, on a une base de données, des mécaniques de stockage, des gestions de notification, des éléments pour faire le log, le monitoring, le déploiement. Enfin, bref, c'est vraiment énorme, hein, c'est ce qu'il y a derrière Firebase. Et là, ils se disent, bah attends, il y a le vibes coding, ça tombe bien, nous de notre côté, on a Gemini, on voit que ça marche bien, et ben on va faire Firebase Studio, c'est-à-dire on unifie tout, on a un éditeur en plus web, donc directement à l'installer, un éditeur web qui permet de coder normalement et en vibes coding et en plus qui va pouvoir s'appuyer sur tout l'écosystème Firebase. Franchement, comme La ça, promesse est belle. la promesse est exceptionnelle. Donc Mm, mm. moi, j'ai été utilisateur, je suis toujours de Cursor. Alors d'ailleurs, voilà, hein, il y a plein de travers derrière Cursor, on pourrait revenir dessus. Ça fonctionne très bien, en tout cas pour des démarrages projets ou pour des éléments, si on le cadre bien ce qu'on veut faire avec. Et donc je me suis dit, franchement, la promesse est incroyable, je démarre ça tout de suite. Alors quand j'ai réussi à le démarrer, parce que j'avais un petit problème de consommation de mémoire, de l'onglet, d'ailleurs Firebase Studio, mais a priori ça a été réglé. Et donc je l'ai lancé en me disant, bah hey, c'est parti, s'ils arrivent à faire au moins aussi bien, alors moi je suis plus utilisateur que Cursor, que Midsoft, mais s'ils arrivent à faire aussi bien, la promesse est exceptionnelle. Et ben j'ai été rapidement déçu par par le, Ah, par ce que alors, ça réalise. c'est-à-dire déçu sur quel point du coup, puisque Bah en fait concrètement aujourd'hui, alors je pense que c'est leur LLM, hein, concrètement c'est Gemini qui est derrière, mais clairement pas au niveau pour faire de la génération. Je trouve hein, par rapport à ce que je peux connaître avec Cursor qui se base sur Claude. Alors, comment il s'appelle? C'est le Claude c'est Sonnet. 3.7, c'est Sonnet, ouais, c'est ça. C'est assez impressionnant les résultats et là on n'était pas au niveau. Alors il y a quand même un truc qui est quand même assez intéressant
Et là, c'est très fort encore. En fait, ça sera très fort dans quelques mois, ça ne l'est pas, je pense, pour le moment. Pourquoi? Parce que je trouvais que le code généré était pas très bon, voire même ça fonctionnait pas. D'accord. Ce qui est moche quand même. C'est dommage. C'est quand même dommage. C'est pas de très bonne qualité quand ça fonctionne. Donc pour moi, voilà, pour le moment, c'est absolument pas là, mais ça, quand ça va le devenir, c'est assez fort parce qu'il y a une autre brique que j'ai oublié d'évoquer, c'est qu'en plus, on a l'exécution à la volée. Ah oui, C'est-à-dire que oui, l'émulateur dans le navigateur. c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que, bon là, quand j'ai voulu faire le test, j'ai voulu faire une petite application React, voilà, un truc bateau. J'ai lancé le truc et en fait, bah, on est capable tout de suite de l'exécuter, de le tester et de voir bah, le résultat de ce qu'il a généré, de modifier de tout de suite. Et c'est assez impressionnant. On imagine toutes les difficultés qu'on a quand on veut faire du dev, par exemple, sur plateforme mobile. Bah, Mhm. on voit tout ça. C'est juste un potentiel de dingue. Après, attention, on arrive dans l'écosystème complet Google avec tous les travers, hein. Concrètement, bon, on espère qu'il y aura une pérennité de cette solution. Google a déjà, par le passé, fermé des API, fermé des services, etc. Une fois qu'on est complètement derrière tout l'écosystème, là, parce que c'est même pas que Firebase et une partie de Firebase, là, on est complètement intégré dedans, bah, on n'est pas à l'abri que, enfin, il faut maintenir régulièrement à jour, voilà, son appli et se dire que qu'est-ce qui se passe si concrètement demain ça s'arrête. Donc voilà, c'était plutôt pour parler. Je trouve que c'est très intéressant, c'est un truc à suivre pour ceux qui regardent un peu ça. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment pour tout développeur, il faut pas avoir peur, il faut le suivre parce que si on n'y va pas, et bien de toute façon, il y en a d'autres qui iront et ils vont avoir des gains de performance significatifs en utilisant ce type de solution. C'est ça. Comme tu disais tout à l'heure, à la rigueur, ne serait-ce que commencer votre projet avec, vous allez gagner un temps fou avec tout le boilerplate, toutes les choses et les petits Exactement. trucs un petit peu touchy, Ou vous les s'en ferez servir en passer. assistance, hein, vraiment en petite main qui va nous permettre vraiment sur des périmètres très restreints, mais c'est assez impressionnant. Donc Surtout que voilà. tu disais que dans celui-ci, c'est vraiment un peu les deux mondes, puisqu'on peut aussi éditer à la main, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres plateformes de ce type-là. Exactement. Et d'ailleurs, c'est moi ce que j'aime dans Cursor, c'est que c'est avant tout un éditeur dans lequel je peux quelque part communiquer avec mon code, éditer mon code aussi, bien sûr, avec le langage naturel, mais j'ai encore la main. Et Mm. ça me plaît. Mais bon, selon ses origines et ses connaissances en développement, je peux comprendre qu'on va choisir l'une ou l'autre des solutions. De toute façon, je pense qu'il Firebase, il est rentré voilà dans le jeu et maintenant bah, ils vont tous un peu se battre pour sortir leur solution. Maintenant, il part avec une longueur d'avance avec tout l'écosystème Firebase et ça va quand même être dur de battre ça. Puis la force de frappe de Google. Donc pour toi, si je résume Sylvain, un beau potentiel, mais un petit peu gâché là quelque part pour l'instant Ouais, par Gemini. pour le moment, ouais, pas Pas au au niveau. niveau, pas au niveau. D'accord. Alors après, attention, hein, c'est une version bêta, hein. Donc on va pas leur taper dessus tout de suite. Je veux dire, voilà, ils l'ont ouvert, c'est une version bêta. Je dis juste que, bon, vous On attend de voir. pouvez, on attend de voir, mais à surveiller, ça risque d'être quelque chose de très très costaud dans les prochains mois. Voilà. Quand on voit tous les modèles qui peuvent sortir Google petit à petit, là, ils en ont encore sorti il y a peu de temps des nouveaux. Je ne doute pas qu'ils bossent peut-être sur un modèle spécifique pour cette plateforme très orientée code par la suite. Exactement. Et donc, notamment sur cette plateforme, on peut faire du Flutter, peut-être bientôt du Belle Flutter transition, 4. magnifique. Ouais. Peut-être bientôt du Flutter 4, effectivement. On va essayer de parler de Flutter 4. Bah, on reste dans l'environnement open source Google, puisque bah, Flutter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le framework open source de Google pour le développement d'applications mobiles, web et bureau. On peut faire un peu de tout avec ça, et qui continue de croître et de s'améliorer. Alors, il y a eu quand même de croître, je le dis rapidement, puisqu'il y a quand même eu des moments de trouble où on savait pas trop où pouvait aller Flutter ni ce que ça allait devenir. Mais ça a l'air de s'être stabilisé. On en est très content parce que ensemble, Sylvain, on fait du Flutter à côté. Et bah moi, personnellement, j'aime beaucoup ce framework. Ouais, Je le trouve très c'est vraiment complet top, hein. et la qualité de ce qui est buildé avec ça à la sortie en termes Flutter, d'application native oui. est quand même Et Dart, ouais, le langage qui est derrière, oui. ouais, et très porté par Dart, qui est un superbe langage, je trouve, avec Ouais, ouais, vraiment. des mécaniques qu'on n'a pas vues forcément ailleurs parfois. Hmm.
Je te Et rejoins donc, complètement. l'arrivée de Flutter 4, Sylvain, qu'on va courir tester dès qu'on pourra l'avoir dans les mains, qui normalement va être publié avril 2025. Alors, on va voir. Ouais, d'accord. Alors moi, pour le Je l'ai coup, c'est pas vrai vu, que j'ai pas regardé. J'ai regardé les news, j'ai même pas essayé d'updater. Peut-être même qu'il est là et qu'on en parle déjà ouais, ouais. au Alors moi, futur alors qu'il est déjà au présent. j'avoue avoir été mauvais élève et ne pas avoir trop suivi cette nouvelle version. Et donc, du coup, ouais, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous apporter, cette nouvelle version? Parce que c'est ça qu'on attend. C'est de la C'est ça. nouveauté, Qu'est-ce qu'on va faire avec de plus? De plus, il fait déjà énormément de choses, Flutter. oui, C'est plutôt qu'est-ce qu'il va faire de mieux, je très dirais. bien. Amélioration des performances. Alors, moi, quand j'ai lu ça, alors on va rentrer dans les détails de quelle performance un petit peu, mais quand j'ai lu ça, moi, j'étais, pour ce qu'on en fait, nous, surpris parce que je me suis dit, par rapport à du React Native, je le trouve déjà plus performant. Donc, comment on peut faire plus? Pourquoi il y avait besoin de faire plus? Eh bien, en fait, c'est surtout sur l'optimisation du rendu GPU, apparemment, qu'ils ont fait des grosses Ouais, améliorations sur Flutter 4, qu'améliore l'utilisation du GPU pour les appareils mobiles. Ça va réduire normalement le temps de rendu des interfaces complexes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par complexe? Il faudra voir un petit peu hmm. ce que vous entendez par là. Et puis surtout aussi pour le développement de jeux, puisque au final, Flutter, c'est aussi une plateforme pour développer du jeu, même si c'est pas la principale du tout. C'est possible de le faire, et avec les performances Ouais, qu'il ouais. permet de base. Mais alors la question que j'ai envie de me poser, c'est-à-dire que ce gain de performance serait potentiellement gratuit, c'est-à-dire là j'ai mon projet, bon bien sûr, il faut qu'on parte d'une version assez récente, je passe à la nouvelle version de Flutter et immédiatement, sans avoir fait aucune modification de mon code source, j'ai ce gain en performance. Alors, c'est une très bonne question, et je n'ai pas la réponse à cette question. J'ai l'impression des bribes que j'ai vues, mais qui ne me permettent pas d'aller beaucoup plus loin, que oui, puisque ça vient se gérer en termes directement dans les composants Ouais, qu'on va d'accord. avoir avec Flutter. Pas de Pour gros breaking change qui nous demandent de Non, reconstruire potentiellement l'arborescence de nos widgets. non, j'ai pas vu ça. C'est plutôt dans la manière qu'il a de venir les compiler ces widgets, et de définir quelles parties vont être rendues. Oui, alors d'ailleurs, on parle de Qui améliore widget. ça. Il faut partir du principe que widget, c'est un peu l'unité de base de construction dans Flutter. C'est votre petite brique C'est ça. 2 x 3 en Lego. Voilà. Et après, vous venez les empiler, et puis travailler avec ça au final. Et donc, c'est là où on peut avoir des contenus dynamiques complexes qui étaient parfois, apparemment, nous, j'ai jamais vu quelque chose qui pouvait ne pas nous aller en termes de performance, nous, Sylvain, dans ce qu'on a pu faire ensemble, mais qui peut effectivement avoir ces petits soucis. Mm. Qu'est-ce qu'on amène d'autre aussi dans la partie performance? Il y a l'amélioration de l'expérience utilisateur sur Android et iOS, Ouais. avec l'optimisation des animations et des transitions par défaut qu'on peut avoir. Donc ça vient toujours dans ce côté un peu amélioration du rendu et Mhm. ce qui tourne autour des performances GPU. Et donc ça va permettre une expérience plus fluide de base. Et encore une fois, si tu me reposes la question, Sylvain, je ne sais pas si par contre ça, c'est quelque chose qui va nécessiter un petit rework dans vos projets, ou si c'est une amélioration qu'on peut qualifier de gratuite. Et ça va aussi avoir une réduction de la latence pour tout ce qui est animation, qui vont D'accord. suivre un peu le scroll, ce genre de choses. Pour que déjà le niveau de performance est quand même assez fort. Donc ouais, à voir. À Pour- voir. Je pense que voilà, peut-être que nous on l'a pas expérimenté sur des choses qui Mhm. sont assez challengeantes pour et le mobile qu'on a, et ce qu'on Ouais, souhaite c'est en ça. faire. On n'en voit peut-être pas les limitations. On a aussi après une amélioration sur la partie web, parce que c'est peut-être la partie qui faisait un petit peu défaut quand même à Flutter. Quand on faisait des builds pour du web, comme Flutter, pour ceux Ouais, qui ouais. Alors savent j'avoue pas, que je l'ai jamais utilisé. J'ai jamais utilisé le Flutter pour le web. Mais oui, c'est vrai. moi non plus, mais dans tout ce que j'ai lu, j'ai eu pas mal de fois quand même, quand je cherchais des widgets un petit peu, pas mal de warnings qui revenaient dans des forums ou des choses comme ça que j'ai pas pu expérimenter, mais j'aurais bien aimé essayer d'aller le voir physiquement. Mais sur des listes en infinite scroll ou ce genre de choses, apparemment il y avait quand même des beaux loupés de performance des fois D'accord. sur les builds web. Et ça peut un petit peu se comprendre peut-être. Une build web sur un scroll infini par rapport à du mobile, c'est clairement pas géré de la même manière, forcément. Mais voilà, là, apparemment,
l'intégration du WebAssembly dans Flutter Web, ça va permettre aux applications de s'exécuter beaucoup plus rapidement. On va être très proche du natif et ça va corriger ce genre de problème. Ils ont fait vraiment un gros travail là-dessus de ce qui nous est annoncé. Et puis, je dirais ça va quasiment de pair, mais ils l'annoncent séparément. On a une amélioration du support des Progressive Web Apps et des performances, du coup. Qui dit WebAssembly et PWA, effectivement, on comprend qu'on se rapproche d'une expérience native. Et j'y pense là comme ça. Je me suis toujours posé la question, du coup, quand on fait une application Flutter, on peut faire de la PWA, d'accord, mais avec la même code base, quel est l'intérêt sur une application de faire et du PWA et du natif sur les deux plateformes. Je me dis, le coût de build est le même. Voilà, question qui me vient. Si vous avez une réponse. Bonne question. Peut-être que de notre côté à tester aussi. Oui, peut-être on reviendra avec une réponse pour le prochain épisode, mais oui. Ouais, on se pose des questions philosophiques parfois. On a aussi des améliorations pour les développeurs en eux-mêmes. Ils ont amélioré l'outillage et le débugage. Ils vont nous proposer un meilleur support de la plateforme de développement, alors des plateformes de développement et de ce qu'on peut faire avec des nouveaux outils pour diagnostiquer et puis résoudre les problèmes de performance. Donc ils étaient très axés performance. Ils ont même été jusqu'à dans les outils qu'on utilise tous. Je ne sais pas ce que vous utilisez, mais moi en tout cas j'utilise VS Code avec bien l'extension qu'ils nous proposent et qu'ils nous conseillent d'ailleurs sur le site. C'est la manière de développer qui est conseillée en premier lieu. Ils vont du coup nous amener des nouveaux outils pour mieux débugger un petit peu les points durs de performance dans nos applications. D'accord. Et pouvoir un peu les challenger. Et puis le Flutter DevTool aussi qui va s'agrémenter de fonctionnalités de profilage et d'analyse pour mieux comprendre l'utilisation des ressources de notre application. Donc très focus performance. Ouais, d'accord. C'est vrai que les amoureux de Flutter, ou même les curieux, bien évidemment, c'est-à-dire que c'est le petit plus. Le petit plus. Pour ceux qui connaissent absolument pas et qui ont un petit peu de temps, parce que ça demande toujours du temps derrière un framework, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés à tester ça. C'est assez plaisant. Alors, il y a une petite douleur pour rentrer au début. C'est comme la majorité des technologies, des frameworks, voilà. Mais franchement, c'est assez fort. C'est assez fort. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite marche au début, mais vous allez être vite content de pouvoir créer des applis assez vite réactives et qualitatives, parce qu'on n'est clairement pas, nous, des cadors du développement mobile natif. Et pour ce qu'on en a fait, on s'y plaît beaucoup dans cet écosystème. Ouais. Et on parle d'écosystème, et avec tout ce qui vient avec Flutter 4, là j'ai parlé un petit peu de ce qui vient vraiment dans le langage, mais ça fait quoi ce qu'on a parlé avant? Il y a aussi une intégration beaucoup plus accrue avec Firebase et Firestore. Alors, pas beau, ça. Il simplifie l'intégration de Firebase dedans, en améliorant la gestion des utilisateurs. Alors, à quel niveau? Je ne sais pas encore. Là, pareil, c'est un petit peu je vous fais un petit peu la brève, pas technique. On n'est pas rentré dans la doc parce qu'il faut se la palucher, la doc Flutter, épaisse. Mais voilà, les promesses sont là. Il faut voir après comment ça se matérialise en termes d'API. Mais c'est ce qu'ils nous annoncent. Et aussi, Sylvain, ça va faire écho à quelque chose que tu as fait il y a très peu de temps. Aussi une belle amélioration sur la gestion des notifications push avec Firebase Cloud Messaging. Et magnifique. Et donc je vais regarder ça tout de suite. Après l'émission, là, je vais aller voir cette doc. Ok. On a aussi quelques autres choses qui viennent avec Flutter 4, puisqu'on le disait, Flutter se base sur Dart. Flutter 4 arrive avec Dart 3. Et oui, le petit frère, N-1. qui a introduit des fonctionnalités comme le null safety amélioré. On verra ce que ça peut nous amener, ce null safety amélioré. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez mature déjà que nous propose Flutter. Et là, ils viennent un petit peu, on l'a vu, marcher sur ce qui peut faire de la douleur quand il y a déjà tout, la performance. Et puis les petites, ce que je peux citer pêle-mêle à la fin, il y a du support natif pour les applications de bureau qui vont nous rajouter des accès au système de fichiers plus faciles, au système de notification pour iOS, macOS, Windows, Linux, et avoir une expérience utilisateur cohérente aussi au travers de toutes ces plateformes via l'intégration qui en est faite dans Flutter. Donc, à tester, j'aurais tendance à dire. À tester. Alors, et encore une fois,
Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez y aller. C'est très, très agréable. C'est ça. Et même si vous êtes de React Native ou Xamarin, jetez un œil, je pense que ça vaut le coup de voir ce qui est fait à côté. Et puis, bah, Et oui. Sylvain, tu avais un dernier petit sujet Ouais, qui, ouais, moi, ouais. ne me parle pas du tout. Alors, je vais t'écouter aussi, te poser toutes les questions, puisque Alors, celui-ci, tu pose-moi le toutes les maîtrises et questions. moi, pas du Alors, tout. pose tes questions, je sais pas si maîtriser est le bon terme, mais en tout cas, je sais un petit peu, oui, de quoi là je vais parler. Je vais parler de MCP. Alors, MCP, Qu'est-ce que c'est? pour modèle contexte protocole, ça n'ajoute rien à la compréhension une fois que j'ai dit ça, mais ça va parler aux personnes qui bricolent avec de l'IA générative. Concrètement, pour ceux qui utilisent de l'IA générative, on est tous confrontés, ou en tout cas quand on essaie d'imaginer des use cases, des cas d'utilisation, des cas d'usage de l'IA générative, comment je vais pouvoir m'appuyer sur des services extérieurs. Je donne un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Je veux que j'ai un utilisateur, moi-même, je veux communiquer en langage naturel et je veux qu'il puisse piloter mon Gmail. Je veux qu'il puisse aller interroger ma base de données et qu'il puisse même, pourquoi pas, aller communiquer avec mon développement spécifique, avec mon application que j'ai construite spécifiquement, qu'il puisse communiquer avec. Comment je peux faire ça? Alors pour ceux voilà, comme disaient les bricoleurs, alors qui ont utilisé des plateformes comme N8N, Make, etc., qui ont des écosystèmes pour faire ce qu'on appelle des agents, ou qui ont utilisé OpenAI, il y a quelque chose qu'on connaissait qui s'appelait les tools. Et puis bon, il y a des équivalents dans les différents LLM. La problématique qu'on avait avant l'apparition de ce MCP, d'ailleurs, enfin, je parle de l'apparition, mais ça date de la fin de l'année dernière. C'est Anthropic qui a mis ça en avant. Donc Anthropic égale Claude. Hein. Et, et concrètement, bah avant, à chaque fois qu'on voulait qu'un service puisse communiquer avec un LLM, c'est-à-dire qu'un LLM plutôt dans l'autre sens puisse communiquer avec un service, et ben, il fallait faire le connecteur. Donc concrètement, vous avez deux LLM, vous avez trois services, vous êtes obligé de faire 6 devs. Eh bien, le MCP, il est là pour unifier, Standardiser un pour peu tout ça? standardiser et pour se dire, bah non, ce que vous allez faire, c'est vous faites votre MCP serveur. Alors, il y a deux grands, c'est du client serveur, donc il y a un MCP client, un MCP serveur, mais vous faites votre MCP serveur qui va lui permettre de travailler avec votre service. Et ben concrètement, le LLM, il implémente le MCP client, mais il peut parler avec n'importe quel serveur. Donc concrètement, bah, si je reviens au truc de tout à l'heure, vous avez deux LLM, trois services. Je disais, ça faisait 6 connecteurs. Bah là, vous allez avoir que 3 connecteurs et 2 clients. Bien Ah, évidemment, c'est c'est beau. la multiplication. Si vous avez 18 services et 18 LLM, vous voyez le gain énorme que vous allez pouvoir gagner. C'est Donc, magnifique comme l'idée est belle. le principe est pas mal. Le principe est pas mal. Donc concrètement, ça veut dire, alors d'ailleurs, pour ceux qui disent ah ouais, mais alors ok, très bien, parce que j'ai parlé tout à l'heure de, vous avez fait votre dev spécifique, vous voulez pouvoir faire votre MCP serveur, il y a des trucs qui permettent de le faire très facilement. J'ai vu assez récemment qu'il y avait FastAPI pour ceux qui connaissent, ils font un peu de Python. Bah, ils ont fait FastAPI MCP, il me semble, et donc qui permet très rapidement votre application, bah, en fait, de l'encapsuler de faire en sorte que ça soit un MCP serveur, donc qu'on puisse communiquer avec. Donc voilà, bon voilà, c'est un standard. Donc bon, il faut être intéressé hein, par l'écosystème et par le fait de bricoler ou même travailler ou même développer plutôt avec de l'IA générative, construire des agents, construire des outils. Mais voilà, c'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit pour tous ceux qui regardent ça. Il y a eu 1 million là, ouais, de vidéos YouTube dans tous les sens, mais je trouvais qu'en fait, bah moi, c'était pas forcément clair le gain parce qu'ils disaient, ah, MCP, c'est incroyable, ça permet d'utiliser des outils. Je dis, bah ouais, mais moi, je pouvais déjà le faire avant qu'il y ait MCP, on pouvait. Qu'est-ce que ça apportait vraiment? Bah, c'est pour ça que j'ai creusé et concrètement, bah, Ça standardise c'est le. cette problématique de la standardiser, bah, ça permet, une fois qu'on a développé le MCP serveur pour un service, et ben, on le redéveloppe pas. Voilà. Ouais. On va Et pouvoir après, l'utiliser. tout le monde peut l'appeler Tout le monde avec peut son l'appeler MCP à client. partir du moment où on a développé le MCP client pour son LLM. Voilà.
Et ben, Donc, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est un peu le MCP, ce qui est pour les IA, un peu ce qu'a été le TCP/IP pour Internet quelque part, qui permet alors on d'échanger peut, de manière standardisée. oui, oui, oui. Alors j'avais une image tout à l'heure en tête et je l'ai bien évidemment oublié pour donner l'apport. Oui, c'est un petit peu l'invention. Ah bah si, bah, complètement. Vous aviez avant les téléviseurs, chaque téléviseur avait sa télécommande. Votre télécommande était morte, c'était fichu. Bah après, on a inventé la télécommande universelle. On peut voir ça comme ça. CP, c'est la télécommande universelle. Voilà. Je pense que l'image est peut-être plus Elle va simple. parler à tout le monde. Ouais, Voilà. et c'est vrai pour des moins technophiles peut-être. Et du coup, on voit tout de suite le gain phénoménal que ça peut avoir dans les années à venir avec la Voilà, multiplication moi, ce que je trouve des vraiment, services et ce puis que je des trouve top et même alors modèles. de manière professionnelle ou même pour voilà, on développe une plateforme sur Internet qui résout un problème. Et ben potentiellement, on peut mettre à disposition le MCP Surfer pour que toutes les personnes qui jouent avec de l'IA générative puissent l'utiliser. Et ça, je trouve que c'est quand même assez fort. Voilà. Ouais, ouais, belle promesse. Et du coup, bah, quelque part, comme tu le dis, faut attendre de voir ce que va proposer la communauté avec ça pour. Alors il y a les articles qui sont bien faits pour expliquer, qui vont un peu plus voilà dans le cœur du sujet, comment ça fonctionne concrètement et comment ça communique, comment ça sécurise la communication, quel est le format d'échange, etc. Bon, j'ai pas voulu m'étendre là-dessus. Je trouvais que c'était juste intéressant au moins d'en parler, de dire quelle problématique ça résolvait, et puis qu'est-ce que ça pouvait apporter pour que les plus curieux ou ceux qui se disent bah tiens ça m'intéresse, je vais aller creuser, puissent le faire. Alors il y a des papiers, je vous conseille plutôt il y a un papier qui est sorti, qui a été publié le 30 mars, alors qui est assez, qui est vraiment là, qui est dans le dur. Hein, c'est pour les plus ceux qui ont vraiment le plus de temps à y consacrer, mais sans ça, il y a pas mal d'articles sur Internet Et, assez clairs sur le sujet. et alors, qui est-ce qui est en train de faire parce que c'est un peu un standard, qui travaille dessus, comment il se définit? Elle est sortie, alors elle a été sortie, c'est sorti par Anthropic. Alors d'ailleurs, il y a plein de sujets derrière. Alors, il y a notamment, on pourrait se dire, mais ouais, mais alors OpenAI, c'est un peu, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire du coup, MCP, pas, pas MCP. Bah en fait, j'ai lu un article là, bah, pas plus tard que 1 ou 2 heures avant d'enregistrer là. Il disait, bah non, en fait, ils veulent pas l'intégrer. Donc on voit, bon, il y a tout un tas de sujets. Concrètement, oui, comment va vivre l'écosystème? Il est ouvert, hein. Donc tout le monde peut participer à l'évolution de ce standard. Donc c'est ça sa grande force en fait, hein. C'est le fait d'avoir créé un standard qui résout un problème et en plus qu'on ouvre au plus grand nombre. Donc je pense que, alors bien sûr il y a Anthropic qui est derrière, donc là ça va aller vite. Alors pour ceux qu'on Claude installé sur leur PC, d'ailleurs on pouvait rapidement l'intégrer. Et donc j'ai vu des personnes qui ont déjà, bah, qui peuvent se servir de leur cloud pour automatiquement aller faire de la navigation sur Internet. Enfin, ils ont rajouté tout un tas de MCP serveurs à leur cloud sur leur poste pour avoir un agent personnel quelque part directement sur leur poste. Donc, allez creuser ça, c'est assez intéressant. Au-delà de la technologie MCP, allez regarder aussi ce que ça apporte et ce que ça vous permet, vous, de gagner en performance et ce que ça vous permet de faire en nouveaux produits, en nouvelles façons de construire les choses. Je trouve ça intéressant. Voilà. Ouais, très intéressant et je vais aller voir ça de plus près de mon côté aussi. Ça m'a titillé la curiosité. Voilà, et j'allais pas Et plus m'étendre que ça sur le sujet, mais au moins, voilà, je trouvais ça important de l'évoquer, et puis les personnes qui, pour eux, leur dit ah bah ça m'intéresse, puissent aller se dire ok, je vais taper rapidement modèle contexte protocole sur mon navigateur internet préféré, donc à 65% Chrome, et et trouver l'info. Voilà pour moi. Eh ben, merci beaucoup Sylvain. Et je crois qu'on a fait à peu Sujet- près le tour de ce qu'on voulait évoquer. Et d'ailleurs, je crois ça fait maintenant presque 1 heure qu'on échange sur ces différents sujets. Même, Oui, on se disait petite émission, mais au final, et ça, c'est pas le du tout. plaisir de se retrouver. C'est ça, la passion dans l'expertise. Exactement. Eh bien, Et donc, en tout cas, on prépare pas mal de choses. Donc, on continue, comme on disait. Alors, on va continuer sur ce format news. Alors, news un peu avancé. On fait pas juste, voilà, évoquer les grandes lignes. On essaie de vous donner notre avis sur les sujets, de les avoir un petit peu creusés. Et puis, également, on va continuer sur les interviews parce que c'est un format qu'on aime particulièrement.
Exactement, c'est toujours enrichissant. Et puis sur ce, eh ben, je propose de se dire à bientôt pour un nouvel épisode de Vitamine Dev. À bientôt. Allez, salut!